La radio, donc c'est aussi simple que cela, c'est 100% gratuit, c'est fait par des bénévoles et vous pouvez également l'écouter via le centreculturel.be. Alors ce soir, nous allons enregistrer le débat, cette présentation, nous allons également enregistrer vos questions. Alors si vous ne désirez pas qu'on enregistre vos questions, vous nous faites un petit signe et à ce moment-là, on ne vous donne pas le micro, vous posez la question tout simplement sans micro, ou alors on coupe ici le micro à l'enregistrement, donc n'hésitez pas à le faire. Si vous voulez poser malgré tout votre question anonymement, vous la posez sans donner votre prénom, etc. Et puis nous, on pourra la reprendre en off avec une autre voix d'un speaker. Ça, c'est pas un problème, puisque l'intérêt, c'est de partager l'ensemble des informations qui vont être données ce soir. Je pense que je vous ai tout dit. Je vous souhaite une bonne soirée, puis je laisse la parole à Jean-François. Le micro est là, le bleu. Merci Patrick. Je ne sais pas si le son est correct, oui, super. Bonsoir, merci d'être venus si nombreux à Tourine pour recevoir Bruno Coleman et Olivier Mouton à l'occasion de la sortie de leur dernier livre réalisé en commun, La Belgique de demain. Tout un programme, on en parlera ce soir. Si je peux me permettre 2 minutes pour cadrer un tout petit peu l'initiative. Donc c'est à l'initiative d'une ASBL qui s'appelle Citoyen 1320. Le but, c'est de promouvoir et développer la participation et la démocratie au niveau local. Donc ça, c'est un des enjeux qui nous semble essentiel et qui couvre un grand nombre de thématiques. En accéléré, les prochaines conférences seront par exemple concernant les enjeux sur nos aînés. D'ici 2030, on va doubler le nombre de personnes qui auront 65 ans en Belgique. Imaginez ce que ça va être pour les populations qui ont 80 ans et plus. Le 4e âge n'existe pas dans les chiffres de l'économie aujourd'hui. Le 4 x 20 n'existe pas. On parle de 3 x 20, mais le 4 x 20 c'est encore une donnée économique inexistante. Donc on fait un certain nombre de conférences. La prochaine sera donc sur les aînés, la suivante sur la santé et le lien avec l'alimentation. Et puis on aura une question d'actualité par rapport aux enjeux des élections sur la fusion des communes. Donc en 2024, la fusion des communes est quelque chose de facultatif. Il n'y a que la commune de Arlon qui a décidé de fusionner avec une petite commune voisine. Potentiellement, et le professeur Hendrix de l'UCL nous expliquera les enjeux pour 2030, cette fusion est nécessaire pour des questions budgétaires, pour des questions d'efficacité, de complexité, etc. Et ce qui nous intéresse en tant qu'association, c'est que ce sujet ne soit pas traité les 2-3 mois avant les élections de 2030, mais qu'on ait 6 années ensemble pour décider des options à prendre et de regarder comment notre territoire, par exemple, va évoluer. Et il y a vraiment des enjeux extrêmement importants là-derrière. Juste une petite question en technique, si on pouvait chacun veiller à ce que son téléphone soit sur silencieux. Patrick l'a dit, l'ensemble des interventions sont enregistrées, donc si quelqu'un ne souhaite pas être repris dans l'enregistrement, on se signale à Patrick, comme ça on supprimera. C'est pas une diffusion en direct ce soir, c'est une captation, donc on peut faire presque tout ce qu'on veut avec ce qui sera dit ce soir, mais l'objectif est de permettre aux personnes qui n'ont pas eu l'occasion de venir partager la soirée et l'interaction avec M. Coleman et Olivier Mouton, de participer malgré tout à cette soirée. Alors faut-il encore présenter les 2 orateurs de ce soir? Bruno Coleman, vous inondez les médias, on vous voit presque tous les jours là, ces derniers temps. Chaque heure, c'est un objectif. En tout cas, voilà, professeur dans 2 universités, si mes notes sont correctes, auteur régulier, économiste reconnu et professeur. Olivier Mouton, journaliste depuis un certain nombre d'années maintenant, depuis un journal d'étudiants lancé à Vassoir. Olivier avait, je pense, 16 ans, 13, et il participait avec un rédacteur en chef qui était un peu compliqué à l'époque déjà. Donc on a eu le plaisir de se rencontrer sur les bancs du collège et de produire. À l'époque d'ailleurs, un de nos modèles était le journal Université, dont un des co-réalisateurs du journal Université est présent dans la salle. Marc-Antoine, bienvenue.
Parce que vraiment, ce journal nous inspirait, nous, en tant que jeunes étudiants, on se disait, on doit faire la même chose que nos aînés, et c'est essentiel. Et moi, je suis vraiment épaté par le parcours d'Olivier au niveau de son parcours journalistique. On va leur laisser la parole, je pense qu'ils ont énormément de choses à nous dire. Le bouquin est disponible à la vente après, et il y a plusieurs personnes qui, en entrant, n'ont pas pu prendre la livraison des 6 exemplaires qu'ils ont commandés, donc ils sont disponibles. L'idée, et je pense qu'Olivier va plus facilement le résumer que nous, de la dynamique de la soirée. Il y a 24 thématiques dans le bouquin, et je pense que ce soir, on va se limiter à 14 ou 15 thématiques. Je pense qu'on va aborder 4 thématiques ce soir, mais je laisse Olivier vous introduire, et puis peut-être recontextualiser pour revenir en juillet de cette année dans la dynamique dans laquelle vous avez coécrit ce bouquin. Bonsoir à tous. On va commencer, comme on l'a commencé effectivement cet été, ce dialogue sur la Belgique de demain. D'abord, bienvenue à tous. On est très heureux parce que, en l'occurrence, c'est la première présentation qu'on fait du livre, par quelques petits éléments de presse, mais sinon, le livre sort le 31, donc on est très heureux que ça se passe ici. On va faire un petit dialogue, comme Jean-François disait. Le but, c'est qu'on fasse un petit dialogue rapide sur certains éléments et puis qu'on vous cède la parole et qu'on dialogue, parce que c'est ça qu'on veut. C'est pour ça qu'on a fait ce livre, c'est pour ça qu'on a envie de mettre en place les enjeux en vue des élections de juin 2024, mais aussi du bicentenaire de la Belgique en 2030. On va vous expliquer pourquoi ces deux échéances sont, à nos yeux, fondamentales. Et si on l'a fait, ce livre, c'est d'abord à l'initiative de Bruno. Je rends honneur à ce coup de fil qui m'a passé un jour pour dire « Écoute, j'ai envie qu'on fasse un bouquin ensemble » et on l'a fait. On avait déjà parlé de beaucoup de choses, beaucoup d'enjeux. Souvent, les interviews qu'on faisait ensemble débordaient longuement pour parler d'un certain nombre de choses. Et en fait, là, c'était une discussion au départ qui était un peu une bouteille à la mer. Et en fait, ça a donné quelque chose qui était vraiment intéressant, parce qu'on a échangé des messages, on s'est dit, c'est un peu bateau, mais les élections de juin 2024, 24, ça fait 24 défis, si vous voyez un peu le truc. Et en fait, on s'est entendu sur 24 thèmes, mais en se disant, ces 24 thèmes, c'est fondamental, en fait, c'est un tout, c'est une réflexion par rapport à la Belgique, et même au-delà, mais qui est cruciale. Et donc, on a travaillé là-dessus assez spontanément, ça a donné des échanges assez riches, enfin, en tout cas, ça vous jugerez, mais... Et l'idée motrice, quelque part, sur laquelle on est arrivé, c'est qu'on a envie de réveiller la Belgique. On a envie de dire, en fait, il y a plein de potentiel, il y a plein de solutions, il y a plein de difficultés, plein d'enjeux, mais en fait, ce sont aussi des opportunités. On a quelque part la prétention, c'est pas une prétention, mais c'est juste un état de fait, c'est qu'on est assez indépendant, on parle sans tabou, on n'a pas d'agenda politique, on n'a pas d'agenda d'aucune sorte, donc à la fois c'est facile, mais en même temps ça permet de poser les enjeux. Ça c'est un peu le cadre, Bruno en parlera aussi. J'ai juste envie, pour commencer, le premier volet, c'est que quand on en a parlé et en fixant tous les éléments dont on voulait parler, on s'est rendu compte que les premiers éléments dont on a parlé, c'est un peu le cockpit, quoi. C'est l'élément de pilotage. Ce qui vous intéresse sans doute, c'est-à-dire, c'est qu'est-ce qui fait la démocratie aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait aussi que la démocratie ne fonctionne pas? Comment on peut faire en sorte que la démocratie fonctionne mieux? Et le premier élément de dialogue qu'on a eu, c'était celui-là. Bon, Bruno, vous le connaissez, il est économiste, mais il a plein d'autres palettes et plein d'autres regards. C'est ça qui fait son enrichissement. C'est aussi quelqu'un qui sait changer d'avis, qui sait avoir des réflexions ancrées dans le long terme. C'est ça qui faisait aussi la richesse de l'échange. Et donc, en fait, Bruno, parce qu'on va le faire un peu dialogue au début et puis on vous donnera la parole, Bruno, c'est ça qui est dingue, c'est qu'au début, quand on a parlé, on a commencé à parler de la démocratie, de la particratie, du fonctionnement, des rouages, et en fait, cet échange-là, c'est un peu l'échange qui a été l'échange fondamental, quoi. Oui, donc à mon tour de vous remercier de nous accueillir. Et
Désolé, je vais voir un peu rauque parce que je sonne branché. Mais merci Olivier d'avoir permis cet échange, parce que finalement, un livre, c'est une mise à risque personnel, c'est une démarche de vulnérabilité. Ça demande, je pense, un certain courage, parce qu'il n'y a personne qui vous demande d'écrire un bouquin. Et donc ça découle d'un certain feu intérieur, je pense, qui doit être alimenté, partagé, dont les origines sont parfois très lointaines dans une vie. Et merci donc à toi Olivier d'avoir permis ce dialogue, on l'a fait chez toi. Et je pense que le lieu d'échange est très important. Alors voilà, c'était chez toi, chez vous, puisque ton épouse est là, un endroit merveilleux, très apaisant, qui a permis, en dehors du temps, dans une bulle de soleil, d'apaisement, de verdure, de pouvoir échanger des romans. Puis c'était un long travail de vacances, parce que finalement, un bouquin, il faut l'enregistrer, après il faut le retravailler, c'est vraiment des centaines d'heures de boulot. Mais ce qu'on a voulu faire, c'était, pour confirmer ce qu'Olivier a dit, vraiment comme ça, c'est qu'on a voulu finalement se dire, ce pays, comme tu l'as dit à Desalto, ce pays ronronne, une partie de la démocratie où la prise de décision a été capturée. Moi, à titre personnel, ça me révolte et je vais répondre à ta question. Et puis, la déclinaison des 24 thèmes, c'est assez naturellement, par toi d'ailleurs. On a voulu en fait intervenir, pas dans le débat politique, mais dans le débat citoyen. En se disant, on veut justement, comme tu m'as dit très justement l'autre jour, n'avoir aucun autre agenda que de dire à la Belgique qu'elle doit être réenchantée, réveillée. Et alors, pour parler de démocratie, moi je dois dire que j'avais, étant économiste, je ne suis pas politologue, j'étais pas très attentif finalement à la configuration démocratique du pays. On a tous appris, quand on était gosse, qu'on vivait dans une monarchie parlementaire. On a tous appris qu'on avait plus ou moins le même régime depuis 2 siècles, ce qui est pas mal d'ailleurs, hein, quand on compare à l'Allemagne et à la France, c'était plutôt apaisant. On est un pays de consensus, on est un pays finalement qui évite les troubles sociaux, enfin voilà. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a en fait une Belgique qui s'est renforcée en termes de particratie, avec la capture du pouvoir par certains. Donc en fait, quand on va voter, et le vote est encore obligatoire, on sait bien qu'il y a 10% de gens qui ne votent pas, mais enfin, il est encore vaguement obligatoire, on va voter, on élit des partis, c'est le vote en classe de tête, ou bien des gens. Et ça conduit à faire un parlement, qui sont en fait les personnes qu'on élit directement. C'est un scrutin à un tour. C'est facile à comprendre. Ça pose plein de problèmes, parce qu'on ne pense pas à la même chose, ça crée des problèmes d'assemblage de partis, mais c'est l'acte du citoyen fondateur. Et à partir du moment où on a voté, en fait, le pouvoir disparaît dans d'autres mains. Dans les mains du président de parti, dont je ne critique pas la compétence, sont des gens intéressants, mais on est arrivé, et c'est ce qui a été révélé cette législature, au fait que, par exemple, un président de parti qui n'est élu par personne, si ce n'est les adhérents de son parti, nomme publiquement, proprio motu, solitairement, en marketing, des ministres. Et là, je me suis dit, mais c'est plus possible. Ça veut dire qu'en réalité, il y a un déni de la démarche électorale et citoyenne, et qu'on ne peut quand même pas admettre collectivement qu'on soit dirigé par 6 ou 7 personnes dont la légitimité démocratique n'est pas assurée, même parfois au niveau fédéral, ou par la concertation sociale, ce qu'on appelle le groupe de 10, c'est-à-dire 10 personnes qui plus ou moins se mettent d'accord. Et d'ailleurs, on est arrivé au point maintenant où le pouvoir judiciaire est complètement désargenté, il suffit de lire les journaux pour s'en convaincre, le pouvoir législatif n'a plus aucune réalité. D'ailleurs, j'étais chef de cabinet pendant 1 an, très bien, c'est bien longtemps. Parfois, il y a un peu d'agitation, il y a quelques photographes qui sont là. Mais en réalité, le Parlement ne sert à rien sinon à avaliser ce que l'exécutif a décidé, et ce que l'exécutif décide est décidé par les présidents de parti. Alors donc, on a complètement inversé la matrice. Et ça, c'est pas possible. Donc, moi, l'étincelle de ce livre, tu vas prendre la parole maintenant, c'était ça. C'est se dire, finalement, moi, je n'ai plus envie de ne pas dénoncer une comédie dont, finalement, on est les victimes, et qui conduit à ce qu'on appelle du népotisme, qui conduit à peut-être même certaines dérives autocratiques, alors que les pères fondateurs de ce pays, et on est loin de l'esprit de 1830, hein, le vote était masculin, censitaire, il y avait plein de changements qui ont été apportés, mais l'esprit du parlementarisme du pays, c'est la représentation citoyenne la plus diverse, la plus variée, avec un parlement qui est en fait le cœur du réacteur démocratique. Et bien c'est plus le cas maintenant. Et moi ça me pose un problème, donc c'est un des thèmes qu'on a fait.
Oui, et ce qui est intéressant, c'est qu'on part de ce point de vue-là, en se posant évidemment des questions sur ce qui a fait qu'on en est arrivé à un tel dévoiement de la démocratie, parce qu'il faut appeler il faut appeler les choses par leur nom, mais tout en ayant... Moi je dis par exemple, je sais que les partis c'est un des éléments structurants de notre démocratie complexe. Si les partis ont pris un tel pouvoir aujourd'hui, c'est parce que c'est le seul élément qui structure notre démocratie. Beaucoup de niveaux de pouvoir, beaucoup de complexité, des représentants à différents niveaux, etc. Qu'est-ce qui fédère tout ça en fait? Les partis, c'est tout. Donc c'est un élément qu'on peut considérer vertueux d'une certaine manière. Ce qu'il y a, je le cite aussi, et je vais faire brièvement là-dessus, c'est qu'à un moment, les partis étaient des éléments structurants, des éléments et des facteurs de solution. Aujourd'hui, ce sont devenus des agitateurs publics. Et donc, on est dans on le sait, des coalitions compliquées, des démocraties où le vote est fragmenté. On est un peu responsable de ça aussi d'ailleurs, hein, mais ça part dans tous les sens et on a, bon an, mal an, la seule possibilité de structurer tout ça se situe au niveau de partis qui ont leur agenda propre et qui aujourd'hui de plus en plus jouent leur agenda propre. Moi je dois dire que j'étais intéressé par la Vivaldi fédérale qui a vu le jour en 2019, j'étais intéressé par la coalition wallonne qui rassemblait les trois grandes familles politiques au sud du pays, en sachant qu'il y a évidemment tout ce que les socio-chrétiens ont vécu, mais ça m'intéressait parce que je me disais en fait tout est là. C'est-à-dire qu'à un moment, au niveau fédéral, on peut faire un projet positif pour la Belgique, c'est ce qu'ils voulaient, et au niveau wallon, on avait toutes les familles qui étaient là pour faire les réformes dont on avait besoin en Wallonie. Et le résultat, c'est quoi? En fait, c'est rien, c'est des partis qui se tirent les uns dans les autres. Et donc, c'est un des éléments de réflexion, mais on ne peut pas faire tout le bouquin, j'espère que vous aurez l'occasion de le lire, parce qu'on parle de la professionnalisation de la politique, on parle quelque part de tout ce qui structurellement a généré ça, mais il y a un élément sur lequel on est d'accord, et je pense que ça va vous intéresser, et sans doute qu'on pourra en parler après, je laisserai brièvement Bruno répondre là-dessus, mais c'est que on croit, nous, effectivement, au débat citoyen qu'on espère que ce livre va générer, et qu'on espère que cette période fondamentale, c'est-à-dire en vue des élections de juin, et puis à un moment, de toutes les crises, on en parlera, mais c'est ça, en fait, aussi le fondement du livre, hein, c'est qu'on se rend compte aujourd'hui qu'on a la crise climatique, géopolitiquement, je ne vous fais pas un dessin entre Gaza et l'Ukraine, on a les enjeux de vieillissement de la population, c'est vertigineux, et en fait on n'en fait rien, on en parlera après. On a les questions économiques, enfin moi je veux dire en Wallonie, je me demande quand même comment on va vivre avec la dette qu'on a et les enjeux socio-économiques auxquels on fait face. Enfin, on a les enjeux migratoires qui sont considérables, les racines de notre enseignement. Enfin, donc on a vraiment des défis multiples. C'est passionnant, c'est vertigineux, ça fait peur, ça effraie aussi, parce que parfois on se demande un peu comment on va y arriver. Et donc, un des éléments fondamentaux de notre réflexion, c'est de se dire en fait, quelle est la place pour l'intelligence collective? Quelle est la place pour la participation citoyenne? Je pense que ça va vous intéresser aussi dans des dynamiques de ce niveau-là. Mais quelle est la place pour l'expertise? Bruno est bien placé, on l'appelle souvent, il a, je pense, des choses intéressantes à apporter. Comment on intègre les différents rouages de notre État? Comment on fait que la centrale nucléaire de décision, à la fois génère de la vision à long terme, de la participation citoyenne, de l'acceptation des décisions, parce que c'est-à-dire qu'à un moment, ben oui, il y a des décisions qui vont être difficiles, il y a des choix qui vont être compliqués à prendre. On pourra vous donner des exemples. La commission citoyenne sur le climat en France, par exemple, c'est un exemple dont on a souvent parlé ensemble. C'est-à-dire à un moment, comment on fait pour que des gens discutent, décident, délibèrent, arrivent à des choix difficiles, et puis derrière, on les laisse en plan, sans réalité. Donc comment on fait pour que cette mécanique-là fonctionne? Et il y a des choses dont on parle, c'est-à-dire réhabiliter le Parlement, faire en sorte que justement les partis cèdent la place à un autre mode de décision, peut-être faire en sorte que les 6 mois après les élections,
on est à un moment réellement de délibération démocratique, c'est-à-dire avec oui, des partis, mais des partis libérés en fait de leur présidence, peut-être, qui peuvent à un moment faire d'autres choix, travailler ensemble, créer d'autres coalitions, avec des experts qui peuvent venir avec un menu à long terme et des expertises qui sortent des canevas tels qu'on les connaît. Donc, comment on fait avec des citoyens à qui on donne un cadre mais qu'on respecte, parce que je pense que c'est important de le faire. Donc, comment on fait, mais aussi, ça je le dis parce que moi j'ai souvent couvert des choses depuis les assemblées générales d'écolo avec beaucoup de respect, j'ai passé des nuits entières à essayer de comprendre ce qu'ils décidaient. Donc aussi quand même avec cette volonté derrière de dire mais il faut que ce soit efficace, il faut que derrière on accouche de quelque chose, derrière il faut que on se dise ok, si après 6 mois ça fonctionne pas, on va revoter. On ne doit pas avoir peur de la démocratie. En fait aujourd'hui on est dans un moment où elle est plus importante que jamais et où on en a peur. Et donc ça, c'est aussi un des moteurs, je pense, Bruno, qui a été... je parle toujours par rapport à ce premier cadre, après on parlera d'éléments plus précis, mais qui nous a véhiculé. Peut-être réagir là-dessus, puis on vous laissera la parole, évidemment. Oui, très rapidement. La preuve en est que la démocratie est gérée de manière sous-optimale, c'est que de temps en temps, il faut voter ce qu'on appelle les pouvoirs spéciaux, c'est-à-dire en fait déposséder le Parlement, donc on va encore plus loin dans l'exercice de son droit de débat, bien sûr, avec des décisions qui peuvent être validées par lui plus tard. Et l'autre chose, moi, qui me dérange, c'est ce fameux cordon sanitaire. Parce que finalement... On est limité par le choix. Pardon ? Je disais, on est limité avec ce cordon sanitaire par le choix. D'abord. Oui, c'est ça. Mais en fait, l'histoire, c'est que si on en croit les sondages, je ce que ça vaut, mais c'est quand même intéressant de regarder les projections. Le patron du CRISP le fait d'ailleurs assez bien. On aurait en 2024, à périmètre équivalent, le tiers des Belges qui voteraient pour des députés qui n'auraient pas droit à participer à la vie citoyenne. Alors, il ne faut pas se déprendre mes propos, le cadavre de Degré est encore tiède, il sera toujours tiède. Hein. On a toujours un risque d'année 30, il ne faut pas croire que il n'y a pas des gens qui ont des idées de chemise brune un peu partout. Et même au sein du PTB, hein, on peut très bien imaginer qu'il y a des gens qui ont des visions un peu totalitaires, pourquoi pas. Mais je trouve que se dire que dans un pays où en fait le principe de la représentation la plus large, qui est confirmé par le vote à un tour, c'est ça l'histoire, hein, on n'a pas un vote à 2 tours comme en France, et conduit à l'exclusion du tiers du vote des Belges, ça ne peut qu'alimenter la rancœur par rapport aux 2 tiers qui sont eux-mêmes représentés. Et donc ça pose un véritable problème. Et je pense qu'il faut faire un aggiornamento, se poser la question de savoir, comme l'a dit très justement Olivier, si ce n'est pas d'abord au sein du Parlement, c'est-à-dire au sein des gens qu'on a élus, de formuler un projet de société. Et dernier point, pour ne pas être trop long, et on pourrait aussi se demander pourquoi le roi lui-même, et c'est le cas depuis Léopold III d'ailleurs, donc il y a bien longtemps, s'est inscrit dans cette logique de devoir recevoir des présidents de parti plutôt que des parlementaires. Parce que finalement, quand toutes ces combinatoires se font avec les missionnaires, les démineurs, enfin toutes ces histoires, on a un roi qui est un homme de consensus, sur le Montpellier d'ailleurs, on y consacre un chapitre dans le livre, mais ne part pas de la représentation démocratique. Donc il y a beaucoup de court-circuits qui, je pense, sont néfastes à la lecture démocratique et donc qui vont renforcer la rancœur de 2 personnes qu'on qualifie dans les extrêmes, mais qui vont peut-être un jour devenir la majorité. Ou en tout cas une partie plus importante de la population. Voilà. Ça est un élément important, en tout cas, c'est l'idée de décapsuler le système, je pense. Après, on peut beaucoup en parler, mais on a surtout envie peut-être de vous entendre. Je pense que c'est un peu l'idée. Donc, je ne sais pas si vous pouvez vous exprimer et qui souhaite dialoguer avec nous. Merci pour votre présentation. Je voudrais vous poser une question. Je m'appelle PRNF. La légitimité des gouvernants à l'échelle locale s'érode en même temps que la défiance à l'égard des autorités publiques dans les démocraties occidentales. On pourrait citer à l'échelle locale le fait que de nombreux projets d'aménagement rencontrent désormais l'opposition de riverains qui ne souhaitent pas être impactés négativement par des choix auxquels ils n'ont pas été associés. On pourrait dire aussi, dans la même veine, que le plus souvent, la discussion avec les citoyens n'exerce qu'une influence marginale ou nulle sur les politiques suivies. En même temps, chez de nombreux citoyens, ainsi que chez les professionnels de la politique,
continue à prévaloir une vision dans laquelle le pouvoir et la légitimité doivent rester l'apanage des élus. La communication sert moins alors à s'écouter et se convaincre pour dépasser les différences qu'à imposer son point de vue à l'adversaire. Le tournant participatif, que l'on peut voir comme un impératif de la dernière chance pour renforcer la légitimité des politiques auprès des citoyens, peut-il, à votre avis, réaliser une meilleure inclusion des citoyens dans la fabrique des politiques publiques? Moi, en tout cas, c'est un sujet qui me tient à cœur, mais je vais avoir une réponse en deux temps. La première, c'est oui, c'est-à-dire je pense, moi, que, évidemment, on est aujourd'hui à une époque où je ne comprends pas qu'on n'ait pas intégré davantage la participation citoyenne, une démocratie participative. Il y a des profs du NIF, notamment, qui travaillent beaucoup là-dessus. J'avais accompagné le G1000, qui était ce fameux mouvement qui avait été, quand la Belgique était bloquée, qui avait essayé justement de générer du consensus et de la délibération à partir de là. Je vois que j'ai assisté, par exemple, à des commissions citoyennes au Parlement germanophone, par exemple. Ils ont mis en place des choses qui sont intéressantes. C'est le cas maintenant au niveau bruxellois. Donc, je trouve ça intéressant. Donc, oui. Mais moi, ma vraie question, c'est comment on fait à un moment que, ce ne soit pas un prétexte. C'est-à-dire qu'on a cité l'exemple de la commission citoyenne de Macron en France. Bravo pour l'initiative, quelque part bravo pour le résultat. Et puis quoi, c'est la cata en fait. Ils accouchent d'un certain nombre de choses difficiles, des propositions difficiles. Et puis on leur dit, écoutez, c'est un peu compliqué en fait. Hein. Mais je ne comprends pas. Je veux dire, si on donne un mandat, alors on assume que le mandat soit donné. Donc ça, c'est un élément important. Donc qui est à la fois cet élément de confiance, qui est un élément d'efficacité, ça rejoint un peu ce que je dis, c'est-à-dire qu'à la fois si on donne un mandat, qu'il y ait des propositions, on essaie de faire en sorte qu'elles soient activées, qu'elles soient concrétisées, mais aussi que ce ne soit pas, je ne veux pas être péjoratif, mais la démocratie est magnifique et en même temps c'est la pire des choses quand elle devient une espèce de machine à tourner en rond, quoi. Je veux dire, on sait bien, je ne vais pas faire tout le débat qu'on pourrait faire d'ailleurs sur les régimes autocratiques qui aujourd'hui considèrent qu'eux décident rapidement, que les démocraties tournent en rond et sont compliquées. Je ne suis pas là-dedans, moi je crois vraiment à la vertu démocratique, mais avec cette... moi je suis un enfant des crises en Belgique, hein, donc quand on me dit qu'on doit s'habituer à 541 jours, 541, 546, je ne sais plus, jours de crise sans qu'il y ait de gouvernement et que tout le monde se dise, finalement, ça ne fonctionne pas si mal hein, sans gouvernement. Moi, j'ai du mal avec ça. Enfin, je veux dire, j'ai du mal à la démocratie. Je veux dire, à un moment, il faut qu'on ait, je disais tout à l'heure, pas avoir peur de la démocratie, c'est-à-dire fixer un cadre. Et donc ça demande, je pense... je vais faire court, ça demande de réinventer le cadre de décision à la centrale nucléaire tel que je le disais. Et je cite dans le livre Philippe de Stade, qui est quelqu'un que j'apprécie, qui est un futurologue, hein, vous connaissez peut-être, qui était le président de l'Institut d'Estrée à Namur, vraiment quelqu'un intéressant, et qui travaillait beaucoup sur la notion d'open government. Donc c'est une notion qui a été... notamment évoqué par Barack Obama quand il était président des États-Unis, mais donc c'est l'idée de dire à un moment, justement, ça n'a jamais été vraiment opérationnalisé, mais comment on fait pour que élus, citoyens, experts, ensemble, créent un cadre de décision qui fixe du long terme, qui ose des débats difficiles, etc., et qui à un moment fait que, on ait de l'adhésion citoyenne, c'est-à-dire que les gens se disent, ok, on y a participé, on sait que c'est difficile ou pas, mais on y va. Et deux, on sait que derrière, il y a quelque chose qui se passe, parce qu'il n'y a rien de pire que quand il n'y a rien qui se passe. On parlait tout à l'heure de cordon sanitaire. Le micro. Où est-ce? Oui. Pour la radio. Oui. Parler tout à l'heure de cordon sanitaire. Dans quelle région ça se passe? Et deuxièmement, quels sont dans ce pays les plus grands opposants au référendum?
pas qui sont les opposants au référendum, mais en tout cas le cordon sanitaire a conduit à un renvoi dos à dos. C'est-à-dire qu'on considère que le PTB est en dos à dos par rapport au Volkswagen, et que donc il est convenu de manière, on va dire plus ou moins consensuelle parmi les personnes qui n'en veulent pas, que ces deux partis finalement ne sont pas aptes à gouverner au niveau fédéral. En tout cas, que leur voix ne compte pas. Et je dis que c'est très grave, parce que d'abord, ce cordon sanitaire est une notion qui n'existe pas dans la Constitution. Et cette Constitution, c'est quand même qui a une certaine utilité, hygiénique de fût. Et d'autre part, ça veut dire qu'il y a des personnes à qui on dit avant les élections, mais de toute façon, notre vote ne servira à rien. C'est pas normal. C'est tout. Alors le référendum, on le sait, la consultation populaire est utilisée une fois en Belgique en mars 1950. Le référendum n'est pas autorisé parce qu'on sait qu'il y a des problèmes de majorité linguistique qui peuvent se présenter, et on n'a pas voulu mettre en œuvre de référendum, encore qu'on peut se demander finalement si cet argument tient encore. Voilà. Oui. Il y a des pays comme la Suisse qui font des votations, où ils ont une discipline protestante qui est un peu différente que la nôtre, mais pourquoi pas. Moi, je voudrais simplement vous dire, c'est que pour des questions oculaires, je ne peux pas partir après 9h30, parce que je ne peux pas avoir de lumière, donc ce serait bien qu'on garde un tempo, là, peut-être des questions. Très bien, d'ailleurs, on vous rendra la parole, de toute façon, on peut encore faire un moment après. Mais on peut s'échanger de manière plus riche, et peut-être oui, tout à fait. Donc moi, soit encore une question, puis après je passe au thème suivant. J'ai une question aussi. Ah ouais, bonjour. Voilà. Moi, ça me fait 4 ans que je suis dans la rue, quasi tous les week-ends, à me battre pour justement avoir plus de démocratie et pour changer la Constitution par le peuple. Les seules choses qu'on a eues, c'est d'être chaque fois catalogué soit d'extrême droite, soit d'extrême gauche. D'ailleurs, je ne sais même plus où j'en suis parce que moi, j'ai jamais voté ni extrême droite ni extrême gauche. Et donc, par contre, ça m'a valu des heures de prison. Parce qu'à Bruxelles, quand on va manifester pour la démocratie, les bus arrivent et on vous emmène une journée complète dans les casernes de la gendarmerie, enfin l'ancienne gendarmerie, et vous ne pouvez pas vous exprimer. Et donc nous, moi étant gilet jaune en Belgique, nous, la seule chose qu'on voulait, c'était donner la parole au peuple et de faire un cahier des exigences. Parce que ces présidents de parti décident, mais on sait très bien qu'ils décident par rapport à la finance qui les guide derrière, par rapport à Davos, par rapport aux Global Leaders. On sait que tout ça est derrière et qu'eux ne font que l'exécuter, ils ne sont plus que les pions et les pantins de la finance. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est que les Belges aient un cahier d'exigence dans toutes les communes, puis des communes, ça remonte dans les provinces, et des provinces, ça remonte à l'État. Et pour savoir ce que le peuple veut, parce qu'on ne demande jamais l'avis du peuple. Et nous, on aimerait bien que l'avis du peuple soit pris en compte, et que c'est le peuple qui décide des lois, et qui décide de son avenir et de ses projets de société. Merci. Je vais dire brièvement, après je cède la parole à Bruno, mais quand on parle de réhabiliter le Parlement et les élus, c'est un premier élément. On est quand même dans une démocratie représentative qui a perdu de son sens, premièrement. Deuxièmement, par rapport à ce que vous dites, je pense que c'est un vaste débat, mais je pense en tout cas qu'il y a un cadre qui doit être déterminé. Pour le moment, il n'y a pas de cadre par rapport à ça. Alors évidemment, on peut dire, je ne vous accuse pas aucunement, on peut dire le peuple doit s'exprimer. Ok, ça veut dire quoi, le peuple doit s'exprimer, quoi? Je veux dire, il peut y avoir 10 donner son avis. Oui, non, mais je veux dire, il peut y avoir 10 mecs dans la rue qui disent j'ai envie de m'exprimer, c'est le peuple. Donc, qu'est-ce qui détermine le peuple? Au départ, on a déterminé la démocratie représentative, c'est-à-dire qu'on a fait des élections qui désignent des élus qui représentent le peuple. Aujourd'hui, évidemment, tout ça est un peu dépassé. Dire aujourd'hui, tout le monde. Non, mais attends, je vais aller au bout de ma réflexion. Puis, donc aujourd'hui, on doit réadapter ça, c'est-à-dire réinventer un cadre dans lequel on donne quelque part. Aujourd'hui, le peuple s'exprime H24, quoi, tout le temps. Il n'est jamais écouté. Ça, c'est autre chose. Mais il a la possibilité de s'exprimer H24. Il est. Je me permets quand même de dire les choses un peu différemment. Il est écouté. Parce qu'en fait, ne croyez pas que les politiques n'écoutent pas le peuple. Hein. Ils écoutent le peuple. Jamais. Ils écoutent le peuple dans le sondage, ils écoutent le peuple par rapport à certaines impulsions. Quelque part, par moment, je vais être un peu caricatural, mais ils l'écoutent même trop. Hein. Donc il n'y a pas d'expression citoyenne structurée. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, par rapport à un enjeu, par rapport aux contraintes, par rapport aux besoins, on peut dire on sort de la finance. Ok, on sort de la finance, mais quoi? Je veux dire, donc quel est le cadre dans lequel on fonctionne? Et sur cette base-là, avoir un processus délibératif.
Je pense, mais après, je suis touché par le discours de dire j'étais m'exprimer dans la rue et j'étais arrêté, ou enfin, évidemment, ça n'a pas de sens, mais c'est aussi parce que quelque part, c'est l'expression, à mon sens, de quelque chose qui dérape. Mais peut-être que tu as plus. J'écoute. Alors, vous pourrez me taxer d'être un menteur ou un hypocrite parce que moi j'ai fait ma carrière dans la finance, je l'assume parfaitement. Donc, mais ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est que finalement il y a des débats qui sont occultés. Par exemple, on en parle dans le livre, et de nouveau, c'est facile d'en parler quand on n'est pas dedans, donc je parle en grande prudence personnelle. Mais quand on sait qu'en Belgique, il y a 25% des gens qui sont sous le seuil de la pauvreté, ce qui veut dire 40% des gens qui ont du mal, moins quelques pourcents de gens qui travaillent en noir et que ça compense un peu, c'est quand même pas la réussite d'un État social. Et donc, il y a, je pense qu'il y aura un moment, un besoin de rééquilibrage plus égalitaire. Alors, c'est pas parce que les riches sont moins riches que les pauvres sont moins pauvres. Il y a des mécanismes complexes à mettre en œuvre. Mais je pense qu'il y a des débats qu'on occulte. Et le danger, finalement, d'avoir une exclusion citoyenne en disant que le PTB représente une frange de la population qui en fait finalement n'a pas trop au chapitre, ça permet peut-être d'éviter d'aborder le problème que les gens du PTB veulent justement soulever. Et donc voilà, je pense qu'il n'y a pas d'adéquation, je vais dire ça un peu différemment, il n'y a pas d'adéquation entre les réalités proportionnelles de la population et donc les 25% ou les 40% de gens proches ou dans au sous-seuil de pauvreté et la représentation politique du pays. Vous voyez? Donc ça, je comprends ce que vous dites. Bon. Je vous signale que je ne suis pas du PTB et pour moi le PTB c'est un gros manipulateur du peuple. Ça, chacun a son avis sur la question, mais on va passer au deuxième thème. Oui, mais donc ça me permet justement de rebondir, je vais dire facilement. C'est vrai qu'il y a dans les sujets qu'on évoque, on a un long volet démocratique, élu du peuple, etc. Il y a un deuxième qui est, là je vais reprendre ma casquette de poseur des questions par rapport à Bruno. Il y a quelque chose qui est évidemment fascinant d'avoir quelqu'un qui a été, qui est toujours d'ailleurs un professeur d'économie, qui a été dans la finance, qui a été, imaginez quoi, la tête de la bourse de Bruxelles quand même, qui a été chef de cabinet de Didier Reynders, bon, qui est quelqu'un qui a différents types de profils, mais qui était quand même un libéral dans l'expression. Bruno, tu l'expliques souvent, tu as été biberonné au libéralisme, au néolibéralisme de Hayek et autres, c'est-à-dire cette école de Chicago, de Vienne, si je m'abuse, enfin, en tout cas de cette école qui, dans les années 80, avait donné naissance à Thatcher et Reagan à l'époque. Et en fait, ces derniers temps, c'est assez marquant, parce que tu as fait deux coming out, sans mauvais jeu de mots et sans référence déplacée, qui sont importants. C'est-à-dire, le premier, tu as dit à un moment... c'est très bien, moi le libéralisme, je pense, le néolibéralisme, parce qu'on a eu un débat là-dessus, il faut bien préciser les choses, il a quelque part il a dérapé, et moi je plaide pour un État stratège, premier coming out, et deuxième coming out, ce néolibéralisme, il épuise les ressources terrestres, et moi je crois aujourd'hui plus que jamais à la nécessité d'un virage environnemental, même tu en parles longuement dans le livre, de manière assez tranchée, en fait, sur les deux points. Donc c'est assez marquant. C'est pour ça que je dis que ça fait un lien, parce que quelque part, peut-être que dans le décrochage aujourd'hui que certains évoquent, notamment par rapport aux politiques et aux lignes qui sont suivies, ça joue peut-être en fait que les gens soient désarçonnés. Mais ton parcours là-dessus est intéressant, quoi. Moi, j'ai été biberonné par de très bons professeurs d'humanité à la conscience des choses sociales. Mais ma génération, qui est entrée à l'université en 79, donc je suis né en 61, est rentrée en fait en économie dans le début du néolibéralisme. Et en fait, on a adopté ce mode de pensée pour une raison bien simple. Il était facile à comprendre. C'est facile à comprendre. Parce que ça s'articulait autour de la loi de Lefraga-de-Nantes, qui est quand même la première leçon vaguement d'économie qu'on apprend, et d'autre part, parce qu'on partait de l'idée, erronée d'ailleurs, qu'on gérait un pays comme une entreprise. C'est-à-dire que les mêmes métriques, les mêmes paramètres s'appliquaient,
et que finalement l'économie de marché, dans sa dominance, dans ce qu'on appelle son efficience, permettait de formuler un choix de société qui ne pouvait être que optimal par rapport au choix politique. Et que donc, comme le marché, l'économie de marché savait mieux, et par sa, on va dire, par sa main invisible, on l'appelle comme on veut, formuler un choix qui était peut-être instable, mais en tout cas de consensus de tous les participants du marché, il fallait déréglementer, détricoter les structures sociales, et finalement imaginer le monde comme une immense salle d'enchères, où le capital et le travail se rencontrent, font des projets éphémères ou à plus long terme. Et je veux dire que, comme nos économies, je ne suis pas le seul à avoir fait ce chemin, on a eu du mal à se déconstruire mentalement. Parce que quand on est né dans l'apprentissage universitaire d'un modèle, finalement, c'est pas simple. Et puis à titre personnel, j'ai eu une sorte de, comment dire, de saturation du capitalisme belge, de saturation. J'en ai eu assez passageant. Non, c'est ça qui m'est arrivé, j'en ai eu assez passageant. Et je me suis dit, mais pourquoi finalement est-ce que j'en ai assez? Parce que j'avais atteint un certain seuil d'écœurement. Et donc j'ai voulu exprimer d'autres pensées, tout en sachant que je puisse être suspecté de ne pas être authentique dans mes pensées, puisque j'ai changé d'avis. Je l'ai dit d'ailleurs en préambule de toute intervention, et je le dis encore maintenant. Mais voilà, donc maintenant... L'aspect environnemental. Mais oui, l'aspect environnemental, c'est parce que je me suis rendu compte que la pollution mentale était telle que on n'avait pas intégré dans l'économie de marché, on le savait, mais j'ai eu un clic, un déclic mental, on n'a pas intégré dans l'économie de marché ce qu'on appelle les externalités, c'est-à-dire la finitude des ressources, les dégâts à l'environnement, à la biodiversité, il y a plein de marqueurs, il n'y a pas que CO2. Et donc en fait, l'économie de marché, par sa mécanique, ne peut pas tenir compte de ces éléments, sauf par l'augmentation du prix de ce qui devient rare, c'est-à-dire que ça conduit à ce que seuls les gens qui ont assez d'argent puissent s'offrir les choses au détriment de ceux qui sont abîmés et rejetés par le système, dont l'environnement, qui n'a d'ailleurs pas beaucoup de voix pour s'exprimer. Et donc quand j'ai mis ça ensemble, c'est un chemin personnel que j'ai fait, j'ai écrit plusieurs livres là-dessus, j'ai fait effectivement un coming out, ça m'a coûté l'exclusion du monde des affaires de la Belgique, mais ça tombait bien, j'en avais rien à foutre, donc voilà, on en est. C'est marrant parce que, juste une parenthèse par rapport à ça, c'est vrai que dans le débat qu'on a eu, il y a des moments... la vision de Bruno sur l'état stratège pour lancer. C'est notre carte, c'est notre carte qu'il faut changer. Il n'y en a pas. On est coupé. Je disais des choses de Jean-Louis Boucher, je sais pas. Je ne sais pas qui c'est, mais il y a quelqu'un qui nous aime pas. Ça s'est relancé, voilà. Et donc, dans les débats qu'on a eus, ce qui était intéressant, c'est qu'évidemment, moi je connais bien la vision de Bruno sur l'état stratège, et ça rejoint beaucoup de choses dont on a parlé maintenant. Moi je disais toujours, et à un moment, ça fait partie des sensibilités qu'on peut exprimer, je disais souvent, parfois j'ai l'impression qu'on jette le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire que pour moi, les dérives du capitalisme, ils sont nés avec... la financiarisation de la société, quelque part l'abandon de la référence or, pour faire court, c'est-à-dire qu'à un moment on a fait en sorte que l'économie est sortie de son lit, il n'y a plus de référent, donc forcément ça ouvre la voie à toutes les spéculations, et que du coup on a décrédibilisé beaucoup le libéralisme en tant que néolibéralisme. Moi je disais juste, mais ça je fais juste la petite incise, c'est que je pense moi qu'on a besoin d'initiatives individuelles et au sens large, entreprises, associations, citoyens, on a besoin comme de pain en fait, et j'ai parfois peur qu'on soit dans une logique étatique qui déresponsabilise, mais ça c'est mon point de vue, c'est-à-dire que j'ai peur que dans certains discours pour le moment, on soit dans une logique de dire, faut pas prendre le PTB, mais peu importe, je vais pas mettre un nom dessus, mais on est quand même un peu dans une logique où les gars... voilà, on vous apporte des solutions qui n'en sont pas toujours d'ailleurs, qui sont un peu faciles, alors que je pense que c'est l'initiative individuelle dans un cadre qui va peut-être nous faire sortir de là. Et j'aime beaucoup le discours de Bruno et surtout son évolution. Comme je trouve intéressant qu'un François Gemène, que vous connaissez peut-être, qui est sociologue à l'ULG, qui est beaucoup sur les médias en France pour le moment,
qui lui était fort dans une logique écologiste au sens pur et disent maintenant, en fait, moi je pense que c'est les entreprises qui vont nous sortir de là. Donc j'aime bien les deux idées en fait, voilà. Mais juste encore un petit élément avant de vous donner la parole à nouveau. Je me tourne vers Bruno. Il y a un des éléments dont on parle beaucoup dans le livre, c'est évidemment l'enjeu socio-économique au sens large. Et il y a évidemment une question qui est brûlante, c'est celle du vieillissement de la population, sur lequel Bruno dit, il le dira mieux que moi, mais c'est la seule donnée en fait dont on est sûr économiquement. C'est-à-dire qu'il y a bien un paramètre qu'on connaît, c'est la démographie. Il y a plein de paramètres qui changent, mais celui-là on le sait. Et c'est comme si on faisait l'autruche depuis un certain nombre d'années. Et tu l'évoques toi, et en même temps, si je ne m'abuse, enfin, je ne m'abuse pas vu que c'est dans le livre, mais tu fais des propositions très concrètes à ce sujet-là. Oui, effectivement, le vieillissement de la population, c'est... Donc la démographie, comme tu disais, c'est la donnée la plus prévisible en économie. Pourquoi? Parce que on peut prévoir, quand on a un certain nombre d'enfants, on peut prévoir l'âge à partir duquel les femmes n'ont plus d'enfants, parce qu'elles ne peuvent plus en avoir. On sait que quand elles commencent à en avoir plus tard, ça limite le nombre. Donc tout ça est parfaitement prévu. On sait par exemple qu'on atteindra, s'il n'y a pas de guerre de Mitterrand, évidemment, une population de 10 milliards d'habitants en 2080, puis ça baissera. Parce qu'on sait qu'il y aura moins de femmes fertiles, ou une population plus âgée qui n'aura pas envie d'avoir des enfants. Et en fait, on sait depuis à peu près 40 ans, et il y a un autre économiste, Étienne de Calataille, qui avait souvent d'ailleurs soulevé ce point, ça a failli coûter sa carrière. On savait depuis les années 80 qu'on allait avoir un problème de vieillissement de la population parce que les courbes de démographie s'inversaient. C'est-à-dire qu'après la guerre, il y avait 7 personnes actives pour un inactif. On sera en 2040 avec 2 actifs pour un inactif. Donc c'est très peu, ça veut dire que 2 personnes vont devoir cotiser pour elles-mêmes, mais cotiser pour une personne qui sera inactive. Et donc en 2040, le coût du vieillissement, au sens large, y compris soins de santé, maladie, invalidité, pension évidemment, ça va représenter 30% du PIB, donc de la richesse nationale qui est créée chaque année. Et moi je crois qu'un jour on va devoir concrètement, complètement modifier le système à la fois de la fiscalité et de la parafiscalité, c'est-à-dire la sécurité sociale. En partant de l'idée d'abord qu'au niveau fiscal, on devrait reglobaliser les revenus, bien appréhender quelles sont toutes les sources de revenus d'une personne, et qu'en fonction de ça, la personne cotise plus et reçoit moins si elle est très riche, ou si elle a beaucoup de revenus. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a un système de cotisation sociale qui est essentiellement basé sur le travail, quasiment exclusivement. Bon, il y a des rattrapages au niveau du budget de l'État, mais je n'en parlerai pas maintenant. Et le seul revenu qui est encore taxé progressivement, c'est le travail aussi. Alors, ça ne plaît pas évidemment la globalisation d'une population qui est rentière et plus âgée, mais à un moment, comme on sait qu'on aura moins d'actifs par rapport aux inactifs, on ne va pas pouvoir faire supporter tout le coût des cotisations uniquement sur les revenus du travail. Mathématiquement, c'est pas possible. C'est juste qu'il ne faut pas savoir des grands diplômes de mathématiques pour comprendre que ça n'a pas fonctionné. Et donc, on devra remoduler les avantages, comme dans les pays nordiques. Quelqu'un qui a des hauts revenus très élevés aura peut-être l'année où il travaille moins de pension, s'il est déjà pensionné, verra peut-être ses médicaments plus chers, cotisera un peu plus, et inversement, si tout d'un coup, les situations s'inversent. Et je pense que ça conduira aussi à un moment au fait qu'on dira aux gens, à terme, la pension, ce sera une sorte d'allocation universelle. Parce qu'on n'arrivera pas, on va devoir découpler, on le fait déjà maintenant en grande partie, on va devoir découpler la cotisation, qu'en fait, qui n'est qu'un transfert intergénérationnel des actifs vers les inactifs, du montant qu'on recevra soi-même à l'âge de la retraite. Donc aujourd'hui, moi je cotise, je travaille pour des personnes qui sont à la retraite, mais je ne peux pas faire supporter, quand j'aurai 80 ans, un nombre décroissant d'actifs, le niveau de vie auquel je pourrais prétendre, simplement parce que le flux intergénérationnel ne va pas s'appliquer. Ça, là, on peut chanter tout nu dans la rue avec les pigeons, on ne changera pas la réalité mathématique. Et donc on verra, ça va se faire notamment par adaptation, par micro-oscillation, mais on va devoir changer le système, je pense, à un moment. Moi, je veux bien le voir chanter tout nu dans la rue avec les pigeons. On voit les pigeons. Donc, je propose que sur ce volet-là, qui est plus pour faire cours social, économique, écologique, s'il y a des choses que vous souhaiteriez exprimer ou demander.
Ouais, merci beaucoup en tout cas pour vos interventions. Moi j'ai deux questions. Dans les prévisions que vous faites pour parler de la démographie, est-ce que vous tenez compte que les jeunes d'aujourd'hui ne tablent surtout de plus avoir d'enfants, hein, donc les jeunes de 16, 20 ans, ils en veulent pas. Donc est-ce que c'est vraiment déjà intégré dans les modèles? Est-ce que ça pourrait être plus négatif encore? Et l'autre, j'avais suivi une de vos interventions il y a quelques mois, vous étiez venu à Bertinchamp lors d'une AG. Moi j'avais une question justement par rapport à l'économie. Aujourd'hui, l'économie de marché, elle fonctionne aussi beaucoup avec l'assurance du risque. Et l'ancien patron d'AXA avait dit, avec le dérèglement climatique, à X degrés, le monde n'est plus assurable. Et la question est, est-ce que nous, au niveau européen, on a les reins solides pour fonctionner si on a un dérèglement climatique moyen? Notre système monétaire ou économique risque pas de s'écrouler si les assurances s'écroulent en premier? Écoutez, la deuxième question est plus complexe, mais je vais un peu donner une réponse assez simple. On ne peut assurer un risque que s'il est diversifiable. Donc ce qu'on appelle un risque systémique du système en tant que tel, on ne peut pas l'assurer. Il n'y a personne qui prend le risque que le système s'écroule, puisque la personne qui prendrait ce risque s'écroulera avec le système. Donc ça c'est le principe. Et donc effectivement, des risques ne seront plus assurables, parce que personne ne sera capable de les financer. Et donc on voit déjà maintenant des exemples très concrets, pas chez nous en Europe, mais aux États-Unis, où en fait les variations climatiques sont bien plus importantes qu'on ne le perçoit ici. Il n'est plus possible d'assurer sa maison contre l'incendie en Californie, ou à des prix rédhibitoires. Comme il n'est pas possible non plus d'assurer sa maison en grande partie contre les tremblements de terre, parce que s'il y en a un jour, la compagnie d'assurance qui assure tombera en faillite. On ne peut plus assurer dans le Kentucky, qui est en fait un peu en bas du Midwest, sa maison contre les inondations, parce que c'est trop important. Et donc voilà, ça veut dire qu'on va vivre dans le principe de précaution ne sera plus transposable dans l'assurance. Voilà, c'est comme ça. Ça ne met pas en péril le système. Je crois que ce qui met en péril un système, c'est pas du tout l'assurance qui n'est jamais qu'un artefact. L'assurance, c'est une couverture financière, tout ça, mais c'est pas l'économie réelle. Le vrai danger qu'on a, la vraie réalité, c'est le climat lui-même, avec tous les problèmes que ça peut poser en termes d'alimentation, de stress hydrique, de pollution. Et, vous savez, on sait qu'en Inde, en 2030, c'est-à-dire dans 6 ans, 30% de la population n'aura plus accès à l'eau. On sait qu'en Perse, en Iran, c'est déjà le cas maintenant. Et donc, ça va conduire à des régimes probablement extrêmement totalitaires, parce qu'on va d'abord amener des camions citernes d'eau et puis après ça sera gravé. Et donc, on va avoir des perturbations sociales, politiques, qui vont évidemment être associées à cette réalité. Et en fait, ce livre qu'on a écrit, Olivier et moi, c'est parce que on est conscient par nos réflexions personnelles et collectives que 2030, c'est pas simplement le bicentenaire de la Belgique. Ce sont des années de choc grandissant dans tous les domaines. Il suffit, alors, le rapport du GIEC, on peut les lire, pas les lire, ce sont jamais des résumés de rapports, mais quand on voit les projections, on sait que le monde est en train de changer de manière irréversible. Et que donc, on peut se satisfaire en Belgique parce qu'on peut enfin avoir du raisin. Alors, quand j'étais gosse avec 3 États over race, mais ça veut dire d'autres choses pour d'autres pays et sur les migrations qui vont être associées. Oui, j'ajoute juste qu'un des éléments qui nous a amené aussi à faire ça, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont connues, beaucoup de solutions qui sont sur la table, et en fait on n'ose pas en parler, quoi. Et c'est vrai qu'en termes climatiques, on pourrait parler de l'énergie et de tout ce qui de l'enjeu crucial de ce débat, et parfois on est sidéré de voir où on en est, quoi. Enfin, je veux dire, je veux bien écrire sur la prolongation pour quelques années de 2 réacteurs nucléaires, mais enfin, à un moment, je tombe de ma chaise, quoi. Je veux dire, l'enjeu, il est quand même d'une autre nature, à la fois par rapport au mix énergétique qu'on doit mettre sur la table, par rapport à nos changements de comportement, parce qu'il ne faut pas se leurrer, on va tous devoir s'adapter. En fait, quand je parlais tout à l'heure de la liberté individuelle, moi, je pense aujourd'hui, j'utilisais l'expression, il y a plein de gens qui ne connaissaient pas, enfin je la redis, mais peut-être que c'est que je pense qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui votent avec leurs pieds, c'est-à-dire que les gens en fait agissent
parce qu'ils sont convaincus en se disant que les autorités publiques, les cadres régulatoires, etc., en fait, on n'y croit plus. C'est terrible. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont dans la décroissance, qui sont dans des associations environnementales, c'est des gens qui créent d'autres types d'initiatives. Enfin, je pourrais citer plein d'exemples. Je pourrais le citer aussi dans le cadre des carrières. On a tout un chapitre où on parle des carrières. Aujourd'hui, regardez nos carrières professionnelles, quoi. On est tous dans des carrières on réfléchit 40, 45 ans d'années de carrière, généralement dans la même boîte, mais qui fait encore ça? Et demandez ça aux jeunes, qu'est-ce qu'ils font encore? Enfin, je veux dire, les jeunes, ils commencent leur carrière en commençant tardivement, et ensuite, parfois en changeant toutes les années. Enfin, je veux dire, tout ça, les cadres ne sont plus adaptés aux pratiques. Et c'est très bien d'ailleurs que je veux dire, la flexibilité, certains disent ouais c'est scandaleux la flexibilité, la flexibilité elle est là, elle se pratique, mais on n'intègre pas ça dans ce qu'on est. Et donc je trouve que c'est en ce sens-là que je trouve qu'il faudrait à la fois accompagner et rendre possible et rendre praticable, parce que je parle de la flexibilité, mais forcément c'est des gens qui après effectivement auront peut-être pas de pension, ou vont vivre difficilement. Et donc comment on peut faire en sorte d'adapter le cadre régulatoire et d'accompagner tout ce qui en fait s'exprime sur le terrain. Et je pense que tant en termes de climat, d'environnement, qu'en termes social, économique, il y a énormément de choses qui se font. Et moi je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas une dynamique commune qu'on mette en place. Un point peut-être pour compléter ce qu'Olivier vient de dire, sur les jeunes de 16 à 17 ans qui n'ont pas d'enfants. Bon, peut-être que c'est mieux à 17 ans de pas avoir d'enfants, c'est un peu tôt, mais comment? Non, je sais, mais j'ai une fille qui a 23 ans aussi, et je pense qu'il y a une incompréhension par rapport au monde qui arrive, mais le problème, c'est que la majorité des votants sont des personnes âgées. On oublie ça, mais l'inversion des courbes de natalité fait que les jeunes, en termes relatifs, sont moins nombreux que les personnes âgées. Et donc ça, et pour cette première chose, et deuxième chose, et pour moi c'était un échec citoyen terrible, c'est qu'en 2019, les élections, ça 19. Donc il y avait toute une série de jeunes, dont Adélaïde Charlier, Anne de Wever, qui ont battu le pavé chaque jeudi. Ces gens ont été absolument non écoutés. Ils ont promu le parti écolo, qui a pataugé dans la soule complètement, de manière presque, je dis sereinement honteuse. Et donc ça veut dire que ces jeunes doivent être doublement désillusionnés, parce que le roi ne va porter, et parce qu'ils savent qu'elle va être d'autant moins que finalement les personnes âgées vont voter à leur place. Et tout ça, ça montre une chose, c'est que, ça montre une chose, c'est qu'il faut, comme disait Olivier justement, il faut réenchanter la démocratie. Il faut faire comprendre aux gens que l'acte citoyen de voter, ça conduit à quelque chose qui est important. Et qu'on a un Sénat, une agora, comme on dit, qui s'appelle un Parlement, au sein duquel on doit débattre des grands problèmes. Et l'autre problème, je rebondis, je pense un peu du coq à l'âne, mais encore c'est pas tellement le cas, mais on a démontré en Belgique ce fameux Sénat. Bon, enfin, il se réunit 4-5 fois par an et puis personne n'y fait rien. Mais, puisque Christine Defresne, qui était un de ses anciennes présidentes, a démissionné, elle m'a dit, je la connais bien, par manque de travail. Il n'y a plus rien à faire, donc autant partir. Et donc, on avait une chambre de débat, des grands débats sociétaux, elle était démantelée. Si s'inscrit parfaitement dans l'idée que le pouvoir exécutif, capturé par des partis, a voulu éviter qu'il y ait une réflexion sociétale plus large, au sein de laquelle les jeunes auraient pu justement s'exprimer. Donc, il y a beaucoup de choses à changer. Beaucoup. Merci beaucoup pour l'initiative que vous avez prise, qui est vraiment salutaire. Je voudrais évoquer un pont entre les deux problèmes. D'une part, la démocratie, telle que vous l'avez évoquée, et d'autre part, les défis mondiaux actuels. Mais est-ce que nous ne sommes pas confrontés d'abord au niveau belge et ensuite au niveau européen à un contexte institutionnel qui ne permet pas l'efficacité parce que dans les années où j'étais jeune, des présidents de partis qui avaient déjà beaucoup d'influence se sont crus très inspirés de vouloir le fédéralisme, et sans savoir ce que cela voulait dire. Et ils ont fait un fédéralisme à 2 ou à 3, qui ne peut pas marcher, puisque l'histoire montre qu'en dessous de 6 entités minimum,
aucun fédéralisme ne peut fonctionner et se bloque. Puisque lorsque l'un a des avantages, il faut, pour développer une situation, que l'on donne des avantages équivalents à l'autre ou aux deux autres. Donc, au niveau belge, nous sommes malades sur le plan institutionnel. Nous avons vers une 7e réforme de l'État. Qu'est-ce qu'on va décider? Avoir une 4e région? Ou ça? C'est quoi? Quoi? Il y en a déjà 4. Oui. C'est ça la complexité, c'est qu'il y a 3 régions et 3 communautés aujourd'hui qui se chevauchent. En tout cas, le système est hyper compliqué, passe au-dessus de la tête des citoyens, et le système se bloque parce qu'il ne fonctionne pas. Est-ce qu'il ne faudrait pas, pour les élections, discuter d'un confédéralisme raisonnable et fonctionnel, qui s'appuierait par exemple, pour être fonctionnel, sur un certain élargissement de Bruxelles, à quelques communes à facilité flamande, mais aussi à quelques communes wallonnes, de manière à ce que la Flandre ne soit pas victime de la réforme, et que l'on soit tous solidaires de la vocation européenne de Bruxelles, et qu'on soit solidaires. Malheureusement, au niveau européen, nous devrions aussi discuter du fédéralisme et de la participation populaire. Nous allons vers les élections européennes. On ne discute pas du type de fédéralisme qui pourrait convenir à l'Europe. Pourtant, nous avons en Europe 2 exemples qui valent ce qu'ils valent avec des éléments plus ou moins bons. Il y a le modèle allemand, que je ne connais pas bien, je l'avoue, mais il y a aussi le modèle suisse. Et avec, notamment, les référendums d'initiative populaire. Ce qui est dissuasif, car un homme politique, un apparatchik, quand il sait qu'il est exposé à un référendum d'initiative populaire, va être prudent et ne va pas faire n'importe quoi comme on fait aujourd'hui. Merci beaucoup. Mais vous nous ôtez les mots de la bouche parce que s'il y a un des éléments dont on parle dans le livre, c'est bien du fait de dire que tous les deux, on n'a pas peur de parler de confédéralisme, ce qui pour des francophones est quand même particulier. Mais vraiment, moi je pense qu'il faut qu'on en parle. Oui, mais il faut qu'on en parle. Moi, je pense qu'à un moment, j'ai toujours. Pour moi, c'est un des sujets majeurs, évidemment aussi du fonctionnement, sans être dans la tuyauterie institutionnelle. Mais donc, pour être clair, on dit oui, il faut un État confédéral, oui, il faut une Belgique à 4. Ça, c'est la thèse qu'on défend, que certains défendent. Mais au-delà de ça, moi, je pense que effectivement, parce que comme vous le dites, on est dans un confédéralisme de confrontation et pas un confédéralisme de coopération, donc il faudrait qu'on crée les conditions de ce confédéralisme de coopération. Par ailleurs, il y a des choses qui existent. Je vous rappelle que, alors c'était chaotique, mais pendant la pandémie, on a quand même tout d'un coup découvert qu'on avait un comité de concertation, que j'appelle d'ailleurs dans le livre aussi comité de coordination. Tout d'un coup, on s'est rendu compte qu'il y avait un endroit, 1, où les gens se parlaient, 2, où ils pouvaient prendre des décisions, et où on pouvait gérer les conflits. Ah bah tiens, et vous avez entendu parler de ce truc depuis lors, vous? Non. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de volonté. Or, on a toujours un plan climatique qui n'a pas de solution, on a toujours des questions budgétaires sur lesquelles l'Europe nous demande des résultats, mais en fait, personne n'en parle, sauf pour se renvoyer la balle. Donc, il y a certainement un cadre à fixer, et ce cadre, moi je dirais 2 choses. 1, il faut qu'il soit clair, confédéral et à 4, et 2, il faut qu'on ose les débats qui fâchent, quoi. C'est-à-dire qu'on doit oser la question de la dette, on doit oser la question de la responsabilisation des régions et des communautés, on doit oser, peut-être on l'évoque dans le livre, mais parce qu'on parle du passé aussi, moi ça m'a beaucoup marqué dans mon parcours, les traces qu'ont laissé le passé. Je parle à un moment, j'entendais dans les Ardennes d'où je viens, ou même dans des rédactions où j'étais, les gens qui disaient les Flamands c'est ni d'être gens. Ah oui, et quoi? Et donc à côté de ça, on dit oui, mais on adore la Belgique, oui, on adore la Belgique, mais on dit les Flamands c'est ni d'être gens, ça va pas. Je veux dire, pour moi c'est antagoniste. Donc comment on fait un moment pour régler les questions du passé? Je pense que tout ça c'est des choses sur les. Alors, on va pas. En Afrique du Sud, ils avaient fait une commission de vérité et de réconciliation pour essayer de régler les choses. Bon, on ne parle pas nécessairement de ça, mais en tout cas, de pouvoir. Je pense que cette période-ci, là-dessus, au-delà de tous les chocs dont on parlait, la période 2024-2030, elle sera. Ça doit régler notre question, quoi. Je veux dire, fondamentalement, et poser les balises d'un État qui fonctionne, mais aussi d'un État
qui tient compte de ce que vous dites. Et moi, j'ai pas de problème à... Enfin, vous savez, quand on voit l'histoire, on a eu... je vais essayer de faire le discours. On a eu Wilfried Martens, avant il y a eu d'autres, et puis on a eu Jean-Luc Dehaene, et puis on a eu Yves Le Terme, et puis on a eu Bardo Wever, et demain on va avoir Tom Van Grieken, quoi. Je veux dire, à force d'être dans notre logique, en fait, on s'enfonce toujours plus loin. Donc, On est dans deux pathologies, la belge et l'européenne. Oui, mais... Nous avons besoin d'Europe. Mais moi je dis toujours, je termine juste par ça parce que je trouve toujours que la Belgique est un laboratoire de l'Europe. Hein. Donc sans doute que notre cohabitation, par ailleurs, elle est aussi un laboratoire de... Il y a une époque où il y a des gens qui venaient de Jérusalem, hein, vous voyez le contexte actuel, pour voir à Bruxelles comment ça fonctionnait. Hein. Donc on est vraiment un modèle qu'on doit inventer et travailler de manière à ce qu'il soit opérationnel. Je pense que ça répondrait à beaucoup de choses. Pardon. Oui, moi j'aurais rajouté parce que comme le temps passe. Mais non, moi j'aurais rajouté quelque chose à ce que tu viens de dire, c'est que finalement l'impotence ou le sentiment d'impotence citoyenne combiné à l'autorisation d'une particratie autoritaire, ça peut conduire à un mauvais mélange. Hein. Parce que ce pays a toujours vécu dans la tempérance, dans le respect, pour son histoire est plutôt remontée qu'on ne le pense, il y a la question royale, il y a plein d'histoires, mais moi, je n'ai pas envie d'être dirigé par quelques types qui s'arrogent le pouvoir des citoyens sans avoir de base électorale large. Et c'est ce qui est en train de se passer, hein. Je vous le dis. Hein. Non, mais vraiment, hein, je le pense. Et, pourtant, et qu'on soit, c'est pas qu'on soit du bon côté de la réalité sociale ou pas, ça n'a rien à voir. C'est simplement, il y a quelques types qui sont en train d'émerger et qui pourraient, peut-être qu'ils vont se neutraliser, mais il se passe des choses bizarres dans ce pays. Très, très, très bizarres. Hein. Moi, je ne vais pas cibler trop Jean-Louis Boucher, mais quand on voit quelqu'un qui n'est élu, je vais quand même le dire calmement parce que ça me fourre de moi, qui n'est élu par personne, vous vous rendez compte? Personne. Si ce n'est les adhérents de son parti, au sein duquel il n'est que la moitié des voix. Plus une, j'espère, parce qu'il est élu. Nommer des ministres parmi des personnes que nous n'avons pas élues, et parfois il faut des gens non élus, Hermine est le meilleur exemple, un type brillantissime, voilà. Moi je dis qu'on n'est plus en démocratie. Hein. Vraiment plus. Hein. Et ce que vous dites... Tu t'attaques à Boucher, mais je dis juste ça pour dire que prenons un autre exemple de président de parti, Paul Magnette, il est élu, mais le vrai pouvoir dont il dispose, c'est pas de son mandat, hein. C'est de son élection à la tête du PS. Hein. Oui, mais c'est la même chose. C'est que le vrai pouvoir, il n'est plus là où il devrait être. Il n'est plus là où il devrait être, c'est ça. Et de nouveau, je répète, enfin, moi j'ai sollicité, je n'ai pas eu de réponse à un entretien avec le roi, pour Olivier et moi, pour qu'on puisse en parler avec lui, mais je ne comprends même pas comment on bafoue tellement la Constitution quand on forme un gouvernement. Moi, je trouve ça gravissime. Voilà, allons-y, parce que je vais vous expliquer. J'ai un problème de décollement de la rétine que j'ai eu. Donc je ne peux pas rouler trop tard la nuit parce que les phares sont comme des poignards dans les yeux. Donc je dois vraiment faire attention, sinon demain matin vous verrez mon avis micrologique dans la presse. Je propose juste un dernier élément, alors brièvement, et je vais faire très court, et puis on vous cédera la parole. Je me permets juste très brièvement. Juste parce que dans ce dont on parle dans le livre, on brasse à peu près tout. On parle de l'enseignement, enfin de plein de choses. On vous épargne aujourd'hui. Moi, j'ai envie juste de terminer par un petit élément lié au contexte maintenant, parce qu'on parle de multicrise, mais on a quand même une crise, enfin plusieurs crises énormes qui sont là aujourd'hui, à la fois en Ukraine et à Gaza pour le moment. Et il y a deux choses qui me tiennent à cœur, que je vous livre, et Bruno exprimera ce qu'il en pense. La première, et ça Bruno aussi a exprimé pas mal de choses qui moi m'ont intéressé sur le sujet, c'est qu'on ne parle plus de paix, et donc on en parle aussi dans ce sens-là en disant la Belgique est quand même la capitale de l'Europe, l'Union européenne pour moi est quand même une des plus belles, après on peut critiquer le fait que ce soit économique et tout ça, mais est une des plus belles créations du XXe siècle, et je pense qu'aujourd'hui, on le dit tous les deux, le seul organisme multilatéral dont on parle c'est l'OTAN, donc on est dans des logiques militaires strictes. Et donc on propose gentiment et naïvement dans le livre de créer un centre pour la paix en face de l'OTAN à Evere, dans un endroit qui pour le moment est l'ancienne OTAN et où se déroulent
des procès, notamment les procès de terrorisme d'ailleurs, ce qui est déjà tout un symbole. Donc je trouve que c'est une idée qui ne vaut rien, mais qui mérite quand même d'être évoquée, c'est-à-dire comment on recrée en fait une manière de recréer de la négociation, du compromis, qui n'est pas un vilain mot, qui est une vertu belge à mon sens au niveau international. Et la deuxième chose, très brièvement, on a un chapitre sur l'immigration et sur lequel on évoque le fait qu'en fait on est presque tous les deux, avec des nuances, mais presque en faveur des frontières ouvertes. Et en fait moi je pense qu'aujourd'hui on est dans un contexte, ça c'est bien l'exemple quoi, où tout le monde aujourd'hui fait de l'immigration presque un fléau, un repoussoir, etc. Mais non, d'abord, un, c'est le sens de l'histoire. Deux, on en a besoin plus que de pain. Je vous rappelle qu'on est des pays vieillissants et donc on a besoin d'une migration, ne fût-ce que pour des questions, tu dis non, mais on peut en parler, mais c'est quand même un élément. Et deux, et le dernier élément, c'est que je trouve moins important, c'est que on peut parler de ça tout en parlant d'un cadre de valeurs. C'est-à-dire que en fondement de tout ce dont on parle aussi, moi je pense que quand on parle de réenchanter la Belgique, d'un nouveau cadre démocratique, etc., c'est quoi être belge aujourd'hui, quoi? Et je pense qu'on a aussi un moment pour en parler et de créer quelque part un vrai cadre, y compris des canons. Hein. Les Flamands ont fait leurs canons, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas les canons francophones et des canons belges? Enfin, moi j'ai envie d'être fier de ce putain de pays, quoi. Je m'excuse de le dire crûment, mais et j'ai envie qu'on le soit et qu'on crée les conditions. J'en ai marre d'entendre parler du failed state tout le temps dans la presse internationale. Et donc ça peut être conciliable, le fait de dire ce pays a des valeurs, ce pays existe, ce pays est ferme sur ses valeurs et il est ouvert en même temps. Et c'est conditionné à ça. Ça veut dire que, pour prendre l'exemple qu'on a vécu il n'y a pas longtemps à Scarbeck, ce monsieur n'avait rien à faire en Belgique. Voilà, par exemple. Peut-être deux mots pour rebondir sur ce que Guy a dit. La première chose, il y a deux propos de Guy qui m'ont vraiment frappé dans le débat qu'on a eu. Qui m'a dit un jour, quand on enregistrait, mais finalement, on devrait faire de l'image du pays ce qui sont ses forces et qu'on considère comme étant ses faiblesses, comme l'air du compromis par exemple. Et c'est vrai, devenir un pays de compromis, c'est bien, c'est mieux qu'être un pays rigide. Je trouve ça intéressant finalement de modifier la perception de ce qu'on considère comme un accablement en une qualité citoyenne et civile. Et l'autre chose que tu m'avais dit, qui m'avait aussi fort impressionné parmi les multiples choses, c'était de dire, mais finalement on est le centre de l'OTAN, on pourrait aussi être le centre de la paix, c'est-à-dire être un lieu de paix, comme la Suisse l'a été pendant très longtemps par sa neutralité. Et un petit mot aussi sur la guerre, parce que moi souvenez-vous, quand cette guerre en Ukraine s'est soulevée, on a vu un De Croo, un Charles Michel, une Von der Leyen dire « We will fight until victory », ce qui veut dire « on va se battre jusqu'à la victoire ». Bon, c'est facile à faire quand on n'a jamais porté une arme et qu'on est dans son fauteuil. Hein. Je suis quand même officier de réserve, donc j'ai vaguement succès quand même, très vaguement. Mais donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, Alexandre De Croo a dit non, en fait, on n'a plus assez d'argent pour financer les guerres en Ukraine, les fonds de guerre. On ne sera pas capable de payer. Il a dit aujourd'hui. Disons la preuve que finalement, on était un peu trop vite en besogne dans la poursuite d'une guerre plutôt que de chercher la paix. Et ça, je maintiens. Et quand on a vu Ursula von der Leyen qui a dit la même chose pour Israël, ça a demandé pour quel travail ça finalement, eh bien, je trouve que ce sont des erreurs de jugement. Et quand on a des conflits qui nous impactent sociologiquement, économiquement, ethniquement, religieusement peut-être demain, je pense que ça demande des débats citoyens très larges pour savoir quelle est l'intelligence collective ou la perception qu'on peut en tirer. Moi, je n'ai pas envie, je refuse, que quelqu'un pense pour moi dans ces grandes orientations militaires, géopolitiques. Il n'y a pas de raison que quelqu'un s'accapare le pouvoir de penser au nom d'un pays. Et donc, il y a beaucoup de choses à penser. Et si on instaurait la Belgique, si on instaurait en Belgique, comme il a suggéré, un centre de paix, ça nous forcerait peut-être, nous-mêmes, collectivement, à avoir une vision de l'apaisement géopolitique, social, sociétal, bien plus important que ce qu'on entretient maintenant. Je rappelle d'ailleurs qu'on est entré en guerre en Syrie, si je ne m'abuse, alors que le gouvernement était en affaire courante. Hein. C'est quand même déjà tout un symbole. Voilà. Je propose qu'on fasse un dernier appel aux contributions. Bon, on va essayer d'aller rapidement. D'abord, merci à Bruno et merci à Olivier pour ce qu'ils ont écrit, que je me réjouis de lire.
J'étais très content d'entendre Bruno parler du fait que 2030 n'était pas que le 200e anniversaire de notre révolution, de notre naissance. Enfin, les Belges étaient déjà plus fortiches avant, hein, disait César, enfin bon. Ceci dit, je m'étonne qu'on voit quand même très fort l'aspect purement belgo-belge ce soir de nos problèmes, alors que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 3 ans et demi, on a perdu en quelques jours 90% de nos droits humains, fondamentaux et constitutionnels, qu'aujourd'hui on peut téléphoner à peu près à tous nos copains autour du monde et on voit qu'on a un même constat, on a des tyrans criminels qui s'installent un peu partout, dans les BRICS comme en dehors des BRICS. Je ne sais pas si vous voyez, mais les Russes et les Chinois, c'est quand même pas des touristes en la matière. Et qu'est-ce qu'ils ont fait rentrer? Ils ont fait rentrer l'Iran, les Saoudiens, les Émirats Arabes Unis. C'est pas vraiment d'eux qu'on peut espérer beaucoup de démocratie. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la démocratie? Ce que je vois, j'avais une amie algérienne l'autre jour au téléphone, j'avais une américaine un peu plus tard aussi, c'est à peu près la même chose partout. La démocratie, on a vraiment perdu beaucoup. Actuellement, qu'est-ce qu'on voit? C'est comme si on donnait à un entrepreneur notre carte de banque en disant si ça suffit pas, tu m'endettes et tu me construis ou pas la maison que tu veux, pour le prix que tu veux et pour le délai que tu veux. Donc c'est comme que ça marche pas. Alors certains, et je suis content de voir qu'il y a un mouvement qui bouge un petit peu vers plus de démocratie citoyenne, demandent timidement qu'on prenne quelques tirés au sort pour avoir un rôle consultatif, ce qui veut dire, comme l'a dit quelqu'un de l'inter-environnement, une dame remarquable, vous nous demandez en fait notre avis sur la couleur de nos barreaux, mais c'est pas du tout autre chose que du consultatif. Alors qu'est-ce qu'on a comme solution? Il y a des gens qui demandent des petits pas en avant, parce que Rome ne sait pas faire en un jour, etc. Et on verra bien ce qu'on peut faire et tout ça. Enfin bon, moi ce soir, ce sont deux choses qu'on peut dire, qu'on peut faire ça très facilement et sans aucune permission à demander. La première chose, c'est au lieu de voter pour des gens qui après ça font ce qu'ils veulent sans aucune redevabilité ou responsabilité, puisqu'il y a simplement des promesses électorales d'un parti. On a vu que ce sont les chefs de parti qui décident de tout après ça, c'est pas du tout normal. Ce que l'on pourrait faire, c'est aller beaucoup plus loin qu'une copie de la zone germanophone qui a un petit rôle consultatif. Rien ne nous empêche aujourd'hui d'écrire ce que nous voulons, comme si nous faisions un appel d'offres, comme nous sommes habitués à le faire dans notre vie privée. Nous savons choisir un boulanger, un hôpital, plein de services que nous pouvons choisir très facilement depuis des millions d'années. On est tout à fait capable de le faire, et ça marche assez bien, et on n'est pas obligé de jeter le boulanger après 2 pains, parce qu'il s'est devenu pourri. On peut rester en très bon terme avec le boulanger pendant 50 ans. Il y a certainement dans les partis politiques, la moitié du bas de ces partis, pour faire gros, qui seraient enchantés d'avoir des relations avec nous, comme nous en avons avec notre boulanger ou notre assureur. Ça pourrait marcher. Pour ça, il faudrait qu'on demande quelque part une préélection citoyenne, concrètement ce que nous voulons sur base des meilleures pratiques avérées mondiales, avec des chiffres, donc des indicateurs de performance et des chiffres, pour dire voilà, nous avons vu que l'Estonie a une dette publique qui est comme ça, on a vu qu'il y a l'enseignement comme ça dans tel pays, c'est ça qu'on veut. On n'a aucune permission à demander à qui que ce soit. Il ne faut pas attendre parce que Rome et tout ça, enfin bon. Et alors la seconde chose qui va un peu dans le même sens, qui prouve que ça peut très bien marcher, vous voyez au niveau communal, qui n'a rien à voir avec la plupart des compétences dont on parle ici aujourd'hui, il y a des tas de projets citoyens qui ont été lancés par un petit conseiller communal qui n'a aucune puissance au sein de sa commune, mais il dit tiens, on devrait faire ça, on devrait faire une maison de repos à Beauchamp, par exemple, j'ai entendu. Et ça passe, même si c'est une personne qui n'a aucun pouvoir, parce que cette initiative d'une personne rencontre un besoin réel, et finalement le bourgmestre et l'opposition et tout le monde se met d'accord parce qu'ils veulent tous être dessus, parce que ça a marché, ça marche. C'est peut-être une inspiration pour enfin demander concrètement ce que nous voulons. Je sais pas, je pense que la réponse à vos questions, vous l'avez formulée vous-même. Moi, j'en retirerai une seule réflexion. On ne doit pas jeter l'eau du boulanger avec le pain. Tout à fait. Voilà. Je vais revenir. Vous me disiez, attendez, parce que j'ai vu qu'il y avait un combi de gendarmerie que vous attendez. Ah ouais, j'ai l'habitude. J'ai l'habitude. On trouve juste après une page de pub, ne bougez pas. Si vous avez habité à Beauvechin, restez constant, on redémarre. Ah non, ça ne veut pas. Allô, oui. Ou alors je crie. Non, c'est maintenant. Comme dans les matchs. Non, mais parfois la technique, vous savez. Comme disait madame, elle n'a pas de smartphone, elle n'a peut-être pas tort.
Mais grâce à nous, on a quand même du son. Autrement, on n'aurait pas eu de son. Non, non, c'était pas prévu qu'on soit là. Imaginez, grâce à nous, on a du son. Un petit instant, voilà, 1, 2, 3. On passera pour la question tout à l'heure. Voilà, c'est bon. Voilà. Allez-y. Alors, on veut une question, c'est la vôtre. Oui. Alors, moi j'ai changé plusieurs fois. Ouais, pardon. J'ai changé plusieurs fois de métier dans ma vie, ce qui me permet justement d'avoir beaucoup de connaissances et je suis quelqu'un de très curieux de par nature. Et donc ici en ce moment, j'ai travaillé 15 ans dans la chimie, où là j'ai vu qu'il y avait énormément de pollution. Et donc c'est pas le petit citoyen qui jette toute sa planète dans le mauvais sac qui fait la pollution, mais c'est vraiment les grosses usines chimiques. Et que justement derrière ça, il n'y a pas, le gouvernement ne va pas voir dans les usines chimiques parce qu'on arrose avec des pots de vin. Moi j'ai dénoncé l'enfouissement de milliers de tonnes de produits chimiques sous terre, sous des hangars. Et on m'a dit que si je devais me taire et que sinon je passais l'arme à gauche, quoi. Voilà. Et c'est un ministre écolo qui me l'a dit quand même, hein, je voudrais préciser quand même. Donc je sais encore toujours où sont enterrés ces produits chimiques. En ce moment, je travaille autour de Mons et je vais chez Google. Hein, vous connaissez Google. Donc il fait le plus gros data center européen pour toute l'Europe. Et là, ils sont occupés de faire le 6e bâtiment, ils vont en faire 12, ça a la grandeur d'un terrain de football, c'est sur 2 étages. Quand ce sera fini, ça va consommer l'équivalent d'une centrale nucléaire. Et pour le moment, avec 6, ils doivent arrêter la construction, parce que justement, l'eau du canal baisse, parce qu'ils ont besoin d'énormément d'eau pour refroidir les serveurs. Et donc maintenant, ce qu'ils ont fait, mais ça c'est avec l'argent public, ils ont construit un pipeline qui va de Mons jusqu'au Tournai, la Société Wallonne des Eaux, et ils vont prendre l'eau potable, l'eau d'un lac phréatique pour refroidir les serveurs. Donc ici on est occupé de construire 2 bassins de 5000 m3 d'eau, et ça encore une fois, les médias n'en parlent pas. Et il n'y a aucun média qui va parler de ça. Pourtant, j'ai averti les médias, mais c'est pas qui va parler. Alors, c'est vrai, je suis aussi interdit de la RTBF, puisque j'ai déjà été sur les plateaux et qu'ils ne m'aiment pas. Et je suis aussi interdit de parler dans l'émission Vivacité le matin, parce que donner son avis en Belgique, ça devient de plus en plus compliqué. Voilà, merci. En attendant, écoutez, parce que c'était votre dernière question, et Olivier pourra rester plus longtemps que moi. En tout cas, d'abord, ce qu'on a fait ici ce soir, c'est bien, c'est un échange, c'est positif, ça montre bien qu'il y a beaucoup d'intelligence non politique mais collective qui peut s'épanouir. Et je pense que le but du bouquin, c'était ça aussi. Hein. On n'a pas fait un bouquin pour nous-mêmes, on a fait un bouquin pour être un vecteur de débat. Et c'est bien, je pense. Oui, après, je ne vais pas rebondir parce qu'on pourrait parler de la responsabilité des médias aussi. Je suis bien placé pour en parler. J'ai plusieurs éléments de réflexion par rapport à ça. Le premier, c'est que les médias sont quand même aussi un peu ce qu'on en fait. C'est-à-dire que je dis toujours que les médias sont faits par ceux qui les lisent, qui les soutiennent. Oui, si. Je veux dire, moi j'étais dans les écoles de journalisme où on me disait des grands discours de vertu sur ce qu'étaient les médias. Quand je demandais ce qu'ils lisaient, franchement, je tombais de ma chaise. Hein. Donc, à un moment, il faut quand même savoir ce qu'on veut. Je veux dire, on n'est pas dans une société de l'entertainment pour rien. Hein. Je veux dire, c'est quand même parce que, encore une fois, je dis, on a un pouvoir citoyen, on peut voter avec nos gestes de consommateurs et de citoyens. Ben oui, vraiment, hein, je pense. Et après, est-ce que les médias se comportent bien toujours? Non, évidemment. Enfin, moi, loin de moi l'idée de penser qu'on dénonce tous les scandales, qu'on évoque tous les débats dont on devrait parler, on essaye de le faire. Je pense qu'il y a des espaces démocratiques qui existent, je pense qu'il y a des limites à ces espaces-là. Moi, je l'ai vécu dans certaines enquêtes qu'on a pu mener, j'en suis conscient, en lien aussi d'ailleurs avec des pouvoirs qui sont déconsidérés, comme le disait Bruno, mais voilà, ça fait partie du débat. Donc moi, je suis tout à fait conscient sur le fait que ce débat-là, il y a des médias alternatifs qui se créent. J'ai des amis qui ont créé Médor, j'ai des amis qui ont créé Wilfried, c'est super, je soutiens 1000 fois ce qu'ils font. Il y a du fond, il y a de la réflexion. Qui les achète? Wilfried a dû demander de l'aide au pouvoir public. Médor existe grâce à des associations qui soutiennent. Donc ça montre quand même que, excusez-moi, le pouvoir citoyen, il est où parfois? Hein. Donc je suis dur, mais je le pense. Mais quand on creuse un peu trop, on retire la carte des journalistes. Hein.
Oui, enfin, on peut, et à un moment, enfin, on peut discuter du cadre dans lequel on est. Moi, enfin, ça, on peut en discuter après, on va peut-être pas en parler là maintenant, mais toujours est-il que, juste pour terminer, parce que Bruno va s'en aller, mais c'est vrai que nous, ce qu'on essaie de dire, c'est qu'il y a moyen de créer un cadre. En fait, si je peux résumer brièvement, c'est qu'il y a un cadre qu'on peut réinventer, un pays qu'on peut réenchanter. Et nous, on parle de 24 défis, il y en a peut-être encore d'autres, mais sur lesquels il y a des visions à long terme qui existent et des pistes de solutions qui existent. Et donc, en fait, moi, ça me réjouit plutôt en perspective des échéances qui arrivent. Voilà, maintenant, à nous tous ici, à nous de faire vivre ça. Allez-y. Oui. J'ai une question là-haut. Oui. Il arrive. Monsieur Coleman, donc au début de votre intervention, l'avenir de la Belgique, mais ça passe aussi par l'avenir de la Wallonie. Hein, grande question, l'état financier. Oui. Donc, normalement, à partir de 2025, l'accord d'abondance flamande va se tarir. En 10 ans, la Wallonie va recevoir 40 milliards en moins, soit le budget de 2 ans de la Wallonie. Quid de son avenir, déjà si sombre? À côté de ça, la Flandre va bénéficier de 40 milliards en plus. Alors, si on voit la dette de la Wallonie, c'est 5 fois plus élevé par habitant que la Flandre. Hier, dire au Parlement wallon disait, bon, tant qu'on arrive à payer les intérêts de la dette, on est dans le bon. Chômage, 3 fois et demi plus élevé qu'en Flandre. Gréviculture en Wallonie, on la connaît. Nous avons de plus mauvais soins de santé en Wallonie. Nous avons un enseignement plus mauvais. Nous avons de plus mauvaises routes. 4 fois plus d'allocataires sociaux. Trop de ministres, de cabinettards, d'intercommunales coûteux. Et un habitat beaucoup plus vétuste. On va alors, oui, mais mais quelle est votre question, monsieur? Voilà. Je vous dis, je dois y comment, aller. ma question, c'est comment pouvoir s'en sortir? On y répond dans le bouquin. Et en tout cas, écoutez, je pense qu'il y a c'est polyfactoriel. Hein, il y a beaucoup de raisons historiques, d'empreintes industrielles, de ce qu'on veut, etc. Moi, je pense que si on donne aux jeunes, par un suivi personnalisé, un trajet de carrière, par l'enseignement, en 20 ans, on peut renouveler une région. Et je pense que ça passera par là. C'est-à-dire qu'il y aura évidemment des années difficiles, ceci étant dit, bon, l'endettement wallon, c'est peu de choses par rapport à l'endettement belge, qui est peu de choses par rapport à l'endettement européen, donc on ne doit pas voir la Wallonie uniquement par rapport à la Wallonie. Mais, vous savez, moi un jour, j'ai un certain an, 6 ou 7, je ne sais plus bien, que j'allais très souvent à Singapour, parce que j'avais une émission internationale, et à Singapour, il y avait dans les toutes boîtes, dans n'importe quelle feuille de chou, des publicités pour des diplômes. Incroyable, non? Comme si comme la DH, vous aviez des pubs pour des diplômes, pour avoir des diplômes. Et donc, en fait, ça donnait aux jeunes l'envie d'avoir un diplôme, et c'est comme ça que ça va. C'est pas l'enseignement. Lentement, mais c'est un mouvement lent, vous savez. Oui, mais c'est plus mauvais enseignement, plus mauvais élèves. Non, mais attendez, il faut il ne faut pas dire ça. Moi, non, mais ça, c'est pas vrai. On n'a pas du tout un mauvais enseignement en Wallonie par rapport à bien d'autres pays. On a de bonnes universités. Attendez, monsieur, moi, je ne prends plus de questions. Je ne prends plus de questions sur les dédicaces maintenant. Ça va? Si ça vous dérange pas. Ok, non, je ne prends plus de questions. Donc, je pense qu'écoutez, moi, je suis en enseignement, j'y consacre le 5e de mon temps depuis maintenant 30 ans, gratuitement, par souci du bien commun. Je peux vous dire qu'on a des bonnes universités. C'est pas partout excellent, on a des beaux centres de compétences, on a des bonnes écoles d'humanité, on a plein de bonnes choses. Ce qui manque, c'est pas l'université, c'est au niveau des humanités, un suivi des gens qui pourraient être en décrochage par leur faute, par leur mauvaise fréquentation, par un milieu familial peut-être déstructuré. C'est là qu'il faut agir. Je vais chaque année faire des conférences dans des écoles en Wallonie, et pas dans les beaux endroits, dans des endroits moins bien, et je n'entends que ça.
Je n'entends que si on pouvait avoir un peu plus d'assistants qui coachent les jeunes, eh bien, ils viendraient à découvrir le chemin. Peut-être contraignant alors un peu. Mais ça ne sert à rien de contraindre les gens. J'ai un autre exemple, j'en parlais avec Olivier quand on a enregistré dans les années 70. Et un BBC avait fait des... Non, mais j'aime pas tellement le misérabilisme par rapport à la Wallonie, parce qu'on a quand même beaucoup de bonnes choses, et je ne veux pas être cynique par rapport à ma région. Moi aussi, je suis wallon. Je suis né à Brennaleux, à Nivelles, du Cap Brennaleux, donc je suis vraiment un pur produit wallon. Mais à la BBC, dans les années 70, il y avait des émissions de télévision, des petites expériences de chimie et de physique pour les gosses. Et puis à un moment, on a dit, mais qu'est-ce que c'est que ces trucs, ça sert à rien. Ils ont arrêté. 4 ans plus tard, les vocations d'ingénieurs, de chimistes, de physiciens avaient chuté à l'université. C'est à 14-15 ans qu'on choisit une vocation. Il y a juste 2 mots par rapport à ça. Donner du sens, c'est le plus important, et 2, responsabiliser quand même. Là-dessus, avec Bruno, on a parfois une petite divergence, c'est-à-dire que moi je pense que, on va devoir responsabiliser nos régions, Bruxelles et la Wallonie, et on va devoir responsabiliser les gens qui les habitent par rapport à un cadre donné. Mais voilà, ça c'est une petite nuance. Mais sinon, et donner du sens, parce que quand on parle de, juste pour terminer, quand on parle de réenchanter le pays, on pourrait parler de réenchanter la Wallonie, de réenchanter Bruxelles, c'est aussi donner du sens et donner de la vision, et je pense parfois qu'on en manque. Voilà. On était d'accord de faire quelques signatures parce qu'il y avait au moins 6 personnes qui avaient réceptionné leur exemplaire, et il y en a d'autres. Donc l'imprimeur nous a livré les livres très très chauds. Et comme ça on peut libérer M. Coleman. Et je pense qu'Olivier, lui, est habitué à la salle, parce qu'il y a quelques années, il la connaissait dans d'autres situations. Et donc le bar est tout à fait ouvert. Alors si vous voulez poursuivre des échanges avec Olivier. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation. Merci à l'équipe de la radio. Et à très bientôt. Merci M. Lichman. D+, la web radio de Beauméchant. Il a été condamné à 10 millions d'euros.